à travers texte, dans la campagne de Tolstoï. Le rapport de Tolstoï à la campagne est un rapport de longue date. Tolstoï n'a jamais pu accepter la vie bruyante et mouvementée de la ville, et encore moins celle de Moscou. On sent d'ailleurs dans Anna Karénine, un de ses chefs-d'œuvre, cette gradation entre les lieux. Le pire, ce serait Moscou. Ensuite viendrait Pétersbourg, avec moins d'artifice, une solution de repli en quelque sorte. Mais le lieu paisible ultime, ce serait la campagne. On peut deviner l'issue de toutes les péripéties du roman selon leur cadre géographique, car dans sa vie, Tolstoï préférait Yasnaya Poliana. Yasnaya Poliana, c'est le domaine où est né et a grandi Tolstoï, à 200 km de Moscou. Il y résidera durant de longues années et y sera enterré. Cette image d'union entre Tolstoï et la campagne, de nombreux tableaux l'ont figé. Ils ont peint l'écrivain dans sa nature et certains se sont empressés de commenter qu'il s'agissait là d'un bourgeois qui s'empaysanait. Il n'y a rien de plus faux. Tolstoï était attaché à la campagne en tant que terre natale, en tant que lieu de vie privilégié et en tant que lieu de proximité avec soi, les autres et Dieu. La campagne se détourne des futilités de la vie mondaine et offre la vie parfaite. Yasnaya Poliana, son domaine, signifie clairière lumineuse. Durant toute sa vie, ce nom résonnera comme l'intuition de toujours de Tolstoï, un rythme qui mènera sa vie comme les battements de son cœur. Cette clairière lumineuse, Tolstoï fera tout pour s'en rapprocher, à chaque fois qu'il sera loin. Ce sera un trésor naturel à protéger et en plus, un mode de vie à assurer. À 23 ans déjà, il disait « Je savourais la nature ». La lune n'était pas encore levée, mais au sud-est, déjà, commençaient à rougir les nuages nocturnes. Un vent apportait une odeur de fraîcheur. Les grenouilles et les grillons se mêlaient en un bruit nocturne indéfini, uniforme. Le ciel était pur et parsemé d'étoiles. Voilà la pureté de la campagne. Et à 51 ans, rien n'a changé. Tout le carnet numéro 10, par exemple, est dédié au changement de saison. Jeune ou vieux, la vie personnelle de Tolstoï, comme sa vie d'écrivain, seront marquées par cette fascination de la nature, et bien au-delà, par cet appel à la vie simple qu'elle propose. L'émerveillement face à la nature deviendra une intention éthique chez lui. Le mode de vie naturel sera le mode de vie de Tolstoï. Une vie faite de peu, en respect à la terre et au plus proche de Dieu. Évidemment, Rousseau est là. Alors, chez Tolstoï, ce sera la nature au cœur de toutes les œuvres, car elle sera le remède à la modernité dérangée. La nature sera l'aboutissement de la vie de Tolstoï, comme de sa foi, laissant certains mystères sur Dieu, mais aucun sur son amour de l'éthique des choses les plus simples. Nulle part, ni sur le lac, ni dans les montagnes, ni au ciel on n'aperçoit une seule ligne continue, une seule couleur uniforme, un seul moment semblable à un autre, partout le mouvement, la dissymétrie, le caprice, le mélange infini et la variété des ombres et des lignes, et, dans tout cela, le calme, la douceur, l'unité et la nécessité du beau. Et cependant, dans cette beauté indéterminée, enchevêtrée et libre, ici, devant mes fenêtres, s'allongeait stupidement, artificiellement, la blanche ligne du quai
les tuteurs des tilleuls, les bancs verts, toute l'œuvre humaine pauvre et bête. Bien loin de se perdre, comme les villas et les ruines, dans la belle harmonie de l'ensemble, tout cela allait grossièrement à l'encontre de cette harmonie. Sans cesse et involontairement, mon regard se heurtait à l'horreur de cette ligne droite. J'eusse voulu l'anéantir, l'effacer comme on ferait pour une tache noire qu'on a sur le nez et qui vous fait clignoter. Mais le quai, avec les Anglais en promenade, restait bien là, et malgré moi, je cherchais un point de vue où il ne m'incommoderait pas. Tiré de son journal de voyage de 1857, ce texte raconte un passage à Lucerne. Là-bas, le cadre est magnifique. Rien n'est pareil. Tout bouge, la nature règne en maître. Rien ne lui échappe. La nécessité du beau, lit-on dans le texte. Voilà une formule très tolstoïenne qui laisse entendre en même temps son rapport à la religion. C'est la preuve physico-théologique que l'on retrouve dans la profession de foi du vicaire savoyard de Rousseau. Dans la nature, l'harmonie est telle qu'elle ne peut être que le produit d'un être. Ce beau nécessaire, ce n'est rien d'autre que la révélation du Dieu créateur. Et si l'on continue le passage, ce qui est très intéressant, c'est que cette nature divine s'oppose d'un coup à toutes les constructions humaines. Soudain, la ville noircit le cadre. Elle brise la quiétude naturelle, détruit sa nécessaire beauté et la propulse dans l'horreur. L'artificiel pourrit le naturel. L'œuvre humaine démembre l'assemblage divin. La ville est l'enfer de la campagne. Car à Lucerne, la nature est au loin. Ce qui est proche de Tolstoï au moment où il observe l'horizon, c'est la tristesse des rues sales, les banalités de la vie mondaine. Il écrit « Les rues étroites et malpropres, sans éclairage, les boutiques en train de fermer, les gens que je croisais, travailleurs éméchés, femmes allant chercher de l'eau, se retournant rapidement dans les ruelles, loin de dissiper mon humeur chagrine, l'accentuèrent encore. » Alors que loin devant lui s'étendait la perfection, Tolstoï est rappelé par l'immédiateté de la laideur créée par les hommes. Dans cet extrait, on perçoit parfaitement l'opposition directe entre ville et campagne, chez l'auteur russe, qui se reproduira d'ailleurs dans toute son œuvre. George Steiner, dans son étude très fournie, Tolstoï ou Dostoïevski, l'écrira lui-même. L'opposition entre la ville et la campagne, dit-il, est un des aspects principaux de toute comparaison entre Tolstoï et Dostoïevski. Dostoïevski s'attardait bien plus sur les histoires en ville et de ville. Peu de campagne chez lui. Mais chez Tolstoï, en plus de lui être opposé, la ville dégrade la campagne. C'est-à-dire qu'à force de ne pas adapter ses pensées, son mode de vie à la campagne, on lui retire sa qualité d'apaisement. C'est tout l'objet de la nouvelle du bonheur conjugal. Dans cette nouvelle, Maria rencontre Sergueï, et elle apprend l'amour. D'une passion qui brûle, elle passe à une indifférence qui lasse. Mais ce qui n'est pas laissé au hasard chez Tolstoï, c'est que la chute de son amour correspondra à la dégradation des lieux où elle vit. À Prokhovskoï, en pleine campagne, les relations sont idylliques. Les hommes vivent dans cet Éden qui colore leur passion. D'ailleurs, on se rend compte que le moment durant lequel se scellera le couple entre Maria et Sergueï sera une balade nocturne. La consécration de leur amour se fera lors d'une récitation de la nature. Mais, d'année en année, Maria voudra s'émanciper et préférera l'individualisme de la ville, l'artificialité de la vie mondaine. Le couple déménagera à Saint-Pétersbourg et leur relation s'y éteindra. La ville aura contaminé leur amour. Les promesses de mouvement, de vie folle et jamais redondante, est une illusion totale. La vie vraie, libre,
heureuse, est en accord avec les éléments et se trouve à la campagne. Jamais d'ailleurs, Sergueï et Maria ne retrouveront vraiment leur complicité de la vie pré-moderne, disons avant la mondanité. Ils auront laissé filer leurs possibilités naturelles. Même revenir à la campagne ne les rapprochera plus. Ce n'est que par une illumination en voyant son enfant, fruit de ses entrailles, et preuve du continuum de la vie naturelle, que Maria retrouvera sa joie et reprendra foi en l'amour, cette fois en l'amour filial. Finalement, voilà peut-être l'étape ultime de fusion avec la nature, ne plus y voir une passion amoureuse du couple, potentiellement friable, mais une passion amoureusement filiale, et donc éternelle et gravée, qui participe à la création naturelle, qui est du naturel. Tout à coup, en plein travail, il éprouva une sensation agréable de fraîcheur sur ses épaules toutes ruisselantes de sueur chaude, et tout d'abord il n'en comprit pas la cause. Pendant qu'on aiguisait sa faulx, il regarda le ciel. Un nuage lourd et bas était au-dessus d'eux, et de grosses gouttes de pluie tombaient. Des paysans allèrent chercher leurs cafetans et les endossèrent. D'autres, comme Lévin, se contentèrent de dresser joyeusement le dos sous cette fraîcheur agréable. Des rangs et des rangs s'abattaient, tour à tour, longs ou courts, et l'herbe était plus ou moins bonne. Lévin avait absolument perdu la notion de temps. Il ne se rendait pas compte de l'heure qu'il pouvait être. Dans son travail, maintenant, il s'était produit un changement dont il éprouvait un vif plaisir. Par moments, il cessait d'avoir conscience de ce qu'il faisait. Il éprouvait alors une sensation de bien-être, et c'était précisément à ce moment-là que son rang était presque aussi bien fauché que celui de Tite. Mais aussitôt qu'il songeait à sa besogne, et s'efforçait de s'y appliquer, il se sentait fatigué et son ouvrage était mal fait. La scène du fauchage est l'essence d'Anna Karénine. Alors qu'on pourrait penser au premier abord que ce roman n'est qu'un roman d'amour, ce qui est partiellement vrai étant donné que s'y déploient plusieurs couples et triangles amoureux, Anna Karénine est surtout une ode tolstoïenne à la nature. Avec l'échec, puis la chute d'Anna, ne reste qu'un personnage, Lévin. Il est le grand vainqueur d'Anna Karénine, car il choisit de se détourner de la mondanité pour vivre son amour avec Kitty paisiblement à la campagne. Lui, le propriétaire, celui que tout invitait à négliger le sort des paysans et à regarder de loin, et d'un point de vue financier, le spectacle de la nature comme son frère, il fusionne avec la campagne. La scène où Lévin fauche de concert avec ses paysans, ceux qui sont sous ses ordres, ceux qui sont tellement en dessous de lui, est révélatrice. L'activité physique du fauchage ne se fait plus sous les ordres d'un maître propriétaire, mais d'un seul maître, la nature. Lévin s'y plie également. Attiré comme un aimant par la grandeur de la nature, il veut fusionner avec elle, il décide de faucher. Et alors, le spectacle est beau. Nécessairement beau, pourrait-on redire. Les hommes travaillent dans un même mouvement rythmé, chacun à égalité. Après le fauchage, Lévin ne sera plus jamais le même homme. Il a fait corps avec la tâche, et par là, avec la nature. À son retour à la maison, il décide d'enrichir son vocabulaire avec un nouveau mot, Arbeitskur, la guérison par le travail. Pour Tolstoï,
La tâche de l'homme est de remplacer la discorde par l'union sous l'égide de la nature, seule puissance à être capable de ce mélange. En un même lieu, sous un même travail, réunir le maître et le paysan, le maître et le serviteur, dirait Tolstoï dans sa nouvelle éponyme, qui voit les deux se réunir dans la neige face à la mort. Dans Anna Karénine, Fauché passe comme une révélation pour Lévin. Cet épisode concentre la montée du corporel au spirituel. Il s'agit là d'une véritable conversion à la nature et à Dieu. Dans le livre des Proverbes de la Bible, on lit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Lévin a choisi de refuser l'inutilité des mondanités, car le sens se trouvait dans la nature. La nature permet un ancrage au réel, alors que la ville nourrit les tendances égotiques et aboutit à la perdition du soi. Anna et Vronsky se déchirent car leur couple est né de la mondanité et des lieux de la ville. La conquête amoureuse se fait pour eux à travers les salons et les mensonges. Si la gare et le chemin de fer sont si importants dans leur relation, c'est le lieu où Anna rencontre Vronsky en sortant du train, et le lieu où tout se termine pour elle dans son suicide. C'est que le chemin de fer fait le lien entre les deux espaces, entre la ville et la campagne. Tout se dénoue entre Anna et Vronsky à la gare, car ils n'ont pas su faire le choix de la campagne. Ils sont restés en gare. Lorsque Vronsky voulait s'établir à la campagne et construire écoles et hôpitaux, Anna ne s'y sentait pas bien. Ils étaient à 2 doigts d'être sauvés par la nature, mais la ville les a engloutis. Dès lors, ce n'est pas un hasard si Tolstoï fait briller Lévin. Il est la bonne voie. Pour appréhender son œuvre, George Steiner disait de Tolstoï « Il est la nature. Entre lui et le monde naturel, le langage n'est pas un miroir ou un verre grossissant, mais une fenêtre à travers de laquelle toute la lumière passe. » Dans l'analyse de Steiner, Tolstoï est rapproché d'Homère, d'une part pour ses récits à la forme d'épopée, Guerre et paix et Anna Karénine, mais aussi pour son rapport fabuleux à la nature, où les impressions champêtres ont un sens bien plus profond et bien plus immédiat sur l'histoire. Et j'irais jusqu'à dire que dans Anna Karénine, Lévin est le personnage principal. Cette scène de moisson, c'est l'apogée de son parcours. Moisson qui a toujours travaillé Tolstoï d'ailleurs, car on retrouve une scène similaire, moins travaillée, dans le bonheur conjugal. C'est donc par le paysan et la campagne que Lévin aura sa révélation religieuse, peut-être comme Tolstoï lui-même. Suivant les règles de la nature, on se soumet aux règles de Dieu. Vous ignorez ce qu'est le bonheur et ce qu'est la vie. Il faut avoir une fois éprouvé la vie dans toute sa beauté sauvage. Il faut voir et comprendre ce que chaque jour je vois devant moi. Les neiges éternelles et inaccessibles des montagnes, et une femme majestueuse dans cette beauté primitive qui dut être celle de la première femme au sortir des mains de son Créateur. Et alors, vous saurez quel est celui qui se perd et celui qui vit dans le vrai ou dans le mensonge, si c'est vous ou moi. Si vous saviez combien vous êtes méprisable et pitoyable dans votre illusion. Comprenez une chose, ou bien croyez-la. Il faut voir et comprendre ce que sont la beauté et la vérité. Et vous verrez tomber en poussière tout ce que vous dites et pensez, tous vos vœux de bonheur, et pour vous, et pour moi. Le bonheur, c'est d'être avec la nature, de la voir, de causer avec elle.
Le rapport de la nature chez Tolstoï est donc un rapport à Dieu. Voir la nature, c'est se rendre compte de la vérité et avoir une chance au bonheur. Mais ce rapport à la nature est bien précis. On a vu que Tolstoï opposait férocement la campagne à la ville. Justement car en ville, le processus que l'homme entreprend est un processus de transformation. L'homme soumet le donné naturel pour accroître sa production et ses œuvres. Ce sera ce que Heidegger nommera plus tard le Gestell. Voilà ce que Tolstoï récuse déjà, la transformation de ce que l'homme tient pour soumis à lui. La vision tolstoïenne est à l'opposé. C'est l'homme qui est soumis à la nature, jamais l'inverse. Par conséquent, son rapport à celle-ci doit se faire soit dans la contemplation, soit dans le travail qui sert la nature, et non un travail qui se sert de la nature. Cette distinction est primordiale pour comprendre pourquoi Lévin est le seul sauvé dans Anna Karénine. Lévin a accepté de servir la nature. Il fauche avec les paysans en toute humilité. Cette humilité est cruciale, c'est le retour à l'humus, la terre. Les grands projets de construction de Vronsky ne sont que des transformations. Il ne se met pas à la hauteur de la nature, c'est-à-dire qu'il ne s'abaisse pas. Dès lors, aucune rédemption n'est possible, et il sera perdu, probablement, à la guerre. La soumission, l'abaissement, la kénose, dirait Simone Weil pour signifier le geste d'abaissement du Christ qui quitta ses attributs divins pour rejoindre l'humanité. Voilà ce que l'on découvre dans la vision de Tolstoï. Cette célébration de la nature dit complètement la théologie tolstoïenne. La vérité se tient là, devant l'homme. Le spectacle naturel est une théophanie, et c'est à l'homme de se baisser pour s'y soumettre. Une fois que l'on a tracé les liens entre la vision de la nature de Tolstoï et sa conception de la religion, on peut bien plus facilement comprendre pourquoi Steiner a intitulé son étude « Tolstoï ou Dostoïevski ». L'un ou l'autre. Car même s'ils sont les figures témoins de l'apogée de la littérature russe, Tolstoï et Dostoïevski s'éloignent sur de nombreux thèmes, et en premier lieu, la nature et la religion. Chez Dostoïevski d'abord, la campagne est lointaine, rare. Les frères Karamazov sont au village. Raskolnikov tue en ville, et les personnages sont ces pauvres gens, comme Dostoïevski intitule un roman, c'est-à-dire les laissés-pour-compte de la ville. Pour Dostoïevski, ce sont les humiliés qui laisseraient passer le plus la lumière christique, et parmi eux les pauvres, les fous, ceux qui sont en réalité les héritiers d'une souillure qu'ils trimballent avec eux. Chez Tolstoï, les personnages ne sont pas aussi excentriques et surtout naviguent bien plus entre ville et campagne. Et certains favorisent évidemment la campagne. Chez Dostoïevski, ce n'est que la toute fin de Crime et Châtiment, où l'on aperçoit Raskolnikov au milieu de la nature, au bagne. Mais entre cet espace géographique inédit pour lui dans son écriture et l'amour de Sonia, c'est bien elle qui le conduira à la résurrection et pas forcément la nature. Dostoïevski ne s'attarde pas sur l'aspect divin de la nature. Il est bien plus sensible aux notions d'amour et de charité, cet agapé qui jalonne les personnages au grand cœur. Le prince Mishkin, Sonia, le starets, Alexei. Pour Dostoïevski, la figure christique est donc l'essentiel de son écriture de la religion. Voilà sans doute l'opposition ultime à Tolstoï, qui, au contraire de Dostoïevski, n'aurait peut-être jamais dit comme lui que « entre le Christ et la vérité, je choisirais le Christ ». Certes, comme le rappelle Steiner, la croyance des deux est forte, évidemment. Dans leurs livres, on voit la lumière de la religion. Et tous deux, nous dit Steiner, sont possédés de l'idée de Dieu, et ils parcourent la vie comme un chemin vers Damas. Steiner poursuit, la pensée de Dieu, l'énigme de son être se sont emparés de leur âme avec une force aveuglante, irrésistible.
Dans leur ardente et orgueilleuse humilité, ils se regardent non comme de simples inventeurs d'histoire ou comme des hommes de lettres, mais comme des voyants, des prophètes, des veilleurs dans la nuit. En revanche, on pourrait conclure, leur aboutissement les éloigne, leur conclusion sur la religion les éloigne. La théologie de Dostoïevski est une théologie appuyée sur le monde de l'au-delà, même s'il peut penser que la punition comme le repentir peuvent se faire sur terre. La mystique est valorisée chez Dostoïevski. En revanche, Tolstoï, lui, admirateur de la vérité plus que du Christ, estime avec Lévin, comme figure de proue, que le royaume de Dieu peut et doit être construit sur terre. Vivre à Yasnaya, céder le revenu de Samara pour les pauvres, limiter autant que possible nos besoins et donner plus que recevoir. Éduquer les petits en sorte qu'ils s'habituent à moins demander à la vie. Ne garder de serviteurs qu'autant qu'il est nécessaire pour nous aider à nous transformer et pour nous enseigner. Vie, nourriture et vêtements, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout le superflu, piano, meubles, équipage, le vendre, le distribuer. En fait de science et d'art, ne s'adonner qu'à ceux qu'on peut partager avec tous. Le bonheur consiste à se contenter de peu et à faire du bien aux autres. Le succès littéraire n'a jamais été l'aboutissement de la vie de Tolstoï. On le lit dans sa confession. La réussite n'a pas été son but, et il veut changer sa vie. Aider les plus pauvres en suivant un régime frugal, simple, voilà la marche qu'il entreprend à la fin de sa vie. La comtesse Tolstoï écrivait en 1884 à sa sœur « Tous les jours c'est quelques changements. Il se lève à 7 heures quand il fait encore nuit. Il va puiser l'eau pour tout le ménage. Il traîne un énorme cuveau d'eau sur un petit traîneau. Il scie du bois. » Mais cette simplicité, cette attention à l'autre, n'apparaissent pas chez Tolstoï à ses dernières heures. Elles le guident depuis toujours. Rappelons-nous que, tout jeune, il décide de quitter la ville, dégoûté des études, pour revenir auprès des paysans dans la campagne. Il désire s'occuper de son domaine, tout comme le fait Lévin dans Anna Karénine, tout comme le fait le prince Nekhlyudov à 19 ans dans La matinée d'un gentilhomme rural, lui qui vient passer l'été dans son village puis qui décide de quitter l'université pour se consacrer à la campagne. Curieuse résonance. Dans Guerre et paix, le prince André se retire aussi à la campagne en 1809. Il affranchit ses serfs et crée une école. Ce geste, cette offrande, tient tellement à Tolstoï qu'il le dépeint chez tous les personnages qui lui ressemblent. Porté par ce devoir, Tolstoï ouvre une école en 1859 dans l'aile sud du château. Il veut offrir à ses paysans une éducation émancipatrice. Certes, on retrouve ici les souhaits de Vronsky dans Anna Karénine. D'ailleurs, Tolstoï lui-même, lors de la Grande Famine, organisait des soupes populaires, et il était tellement animé par ce principe de charité qu'il a durement critiqué les riches bourgeois qui se goinfrent notamment dans son texte intitulé « La famine ». En bref,
Les souhaits charitables de Tolstoï se lisent chez lui depuis tout jeune. Leur présence dans ses romans n'est qu'une fidèle retranscription. Animé par le sentiment religieux, Tolstoï définit dans son œuvre une théologie qui lui est éminemment particulière. À la croisée de la nature et du souci social, lui-même disait à la fin de sa vie que Rousseau et les évangiles ont été mes deux grandes et bienfaisantes influences. Donc à la croisée de ces deux chemins, Tolstoï pose Dieu et sa création comme un trésor et se voue à reproduire à son humble échelle, grâce à son amour, un lieu paisible et simple pour tous les hommes, à l'image de la campagne. Dominique Fernandez, dans son Avec Tolstoï, rapporte quelque part que Nathalie Sarraute aurait déclaré en privé « Après Dostoïevski, on ne peut plus lire Tolstoï, c'est entièrement démodé. » Je ne saurais être en plus grand désaccord. Dominique Fernandez a raison de rappeler que c'est un peu comme une injustice si le lecteur français préfère Dostoïevski. Certes, la notion de punition, mais aussi de rédemption est extrêmement présente chez Dostoïevski et extrêmement belle. Mais Tolstoï, lui, amène cet élément en plus. Il combine nature, travail et religion dans une union qui laisse au lecteur une lumière si pénétrante, peut-être d'ailleurs moins religieuse, mais une lumière vers laquelle il souhaite, lui aussi, se diriger. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, Tintin, Hergé et la science.